écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, deux invités pour parler économie ce matin avec vous, Fabienne Amias, Julia Cagé, conseillère économique de Benoît Hamon et Jacques Généreux, coordinateur du programme de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vos candidats n'ont pas réussi à s'entendre, à unir leur candidature. Était-ce une posture politique, je ne sais pas. Ou y a-t-il plutôt de vraies divergences économiques entre eux? Et c'est ce qu'on va s'attacher à voir avec vous. Alors d'abord, sur la question des retraites. Benoît Hamon maintient l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Jean-Luc Mélenchon propose de revenir à 60 ans et 40 années de cotisation. Cette proposition du retour à 60 ans, à vos yeux, Julia Cagé, qui soutenait donc Benoît Hamon, est-ce réaliste ? Non, c'est pas une proposition qui est réaliste et c'est pour ça qu'on la fait pas. En même temps, bien qu'on remette en cause la loi travail, on garde un grand acquis de cette loi travail qui est le compte pénibilité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prendre en compte les carrières longues et prendre en compte la pénibilité qui aura été celle du travail pour décider de l'âge de départ en retraite. Ensuite, sur la retraite, on a quand même un certain nombre de propositions qui sont des propositions extrêmement innovantes. Par exemple, le transfert de semestre de cotisation qui peut permettre à un couple de partir finalement à la retraite en même temps, au même âge, même s'ils n'ont pas cotisé pendant la même durée de temps. A dépassé le taux plein, voilà. Il peut faire don de ses trimestres à son conjoint, quoi, c'est exactement. Ça. Et ça, c'est une vraie nouveauté, ça nous paraît être une mesure extrêmement importante. Jacques Généreux, pas réaliste, le retour à 60 ans, vient de dire à l'instant Julia Cagé, c'est pourtant ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce qui n'est pas réaliste pour nous, c'est la situation actuelle, qui est qu'en repoussant de 2 ans, on a créé une situation qui était prévisible. On sait très bien que plus de la moitié des gens qui arrivent à cet âge-là n'ont pas les moyens d'avoir une retraite à taux plein. Et plus de la moitié des personnes n'ont déjà plus d'emploi à cet âge-là. Donc c'est ce qu'a créé François Hollande, on crée un afflux massif de chômeurs supplémentaires. Donc un jour prochain, dans le temps long, avec l'allongement de l'espérance de vie, etc., on soit éventuellement amené à étendre la possibilité et la date de départ en retraite. Pourquoi pas ? Mais ça n'est pas d'actualité. Rappelons que... Oui, mais ce qui est d'actualité, Jacques Généreux, c'est le coût qu'aurait cette mesure qui est estimée entre 20 en fourchette basse et 40 milliards d'euros par an. Mais il n'y a aucun problème. On a montré dans le chiffrage de notre programme que l'ensemble des ressources fiscales et sociales supplémentaires qu'il permet, et notamment avec la relance de l'activité, permettent largement de financer cela. Et comprenez bien, le droit de départ à la retraite à 60 ans, c'est un droit, ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire que, bien entendu, nous n'avons rien contre le fait que les gens continuent à travailler le plus longtemps possible, s'ils le souhaitent, s'ils s'épanouissent dans leur travail, qu'ils sont en bonne santé pour le faire. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a une urgence sociale qui est de permettre à tous ceux, effectivement, qui sont épuisés par le travail, qui ont besoin, enfin, d'avoir une retraite et de pas n'avoir plus que quelques années à vivre après leur retraite, de rétablir ce droit fondamental. Alors, on a entendu vos points. Et ce qui vous sépare là-dessus, il y a quelque chose qui peut surprendre, et là je voudrais vous entendre Jacques Généreux qui soutenait Jean-Luc Mélenchon, le revenu universel. Idée défendue par Benoît Hamon, qui lui a sans doute permis en grande partie d'emporter la primaire. Alors il a beaucoup évolué, Julia Cagé nous en dira évidemment un mot. Pourquoi est-ce que cette idée généreuse ne figure pas au programme de Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, le programme de revenu universel de Benoît Hamon, comme vous savez, a été fortement édulcoré et modifié. Non, au contraire. Je veux dire, le programme de revenu universel de Benoît Hamon a été pour les 18-25 ans pendant la primaire. Maintenant, ça va concerner tous les actifs au-delà de 18 ans. Donc ça s'appelle un enrichissement et pas un programme qui est un programme édulcoré. En l'occurrence, nous, ce qu'on propose avec le revenu universel... parce que vous dites qu'il est édulcoré, donc on va déjà le décrire aux Français et ensuite vous nous direz ce qui vous plaît pas dedans. Parce que nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter en moyenne d'environ 2000 € par an le pouvoir d'achat de 19 millions de Français. Et c'est une mesure qui va augmenter le pouvoir d'achat des 18-25 ans qui pourront se consacrer à leurs études plutôt que de devoir faire un petit boulot, ce qui explique l'échec à l'université. C'est une mesure qui va augmenter le pouvoir d'achat de près de 80% des salariés en France. Au niveau du SMIC, c'est un 13e mois supplémentaire. C'est une mesure qui va augmenter le pouvoir d'achat des indépendants. C'est une mesure qui va augmenter le pouvoir d'achat des agriculteurs. Et tout ça sans toucher
au salaire brut, c'est-à-dire sans finalement pénaliser la compétitivité des entreprises. On propose le nouveau pilier de la protection sociale du 21e siècle, et c'est dommage que Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue-là, refuse la modernité et refuse les innovations. Alors, puisque maintenant on a compris le dispositif, pourquoi ne l'adoptez-vous pas ? La question est de savoir comment on corrige la grande pauvreté, comment on corrige le revenu universel va la faire baisser de 13 à 8%. Donc ça sera une réduction de 5 points de la grande pauvreté en France. ATD Carmonde applaudit des deux mains. Moi je m'impose pas. ATD Carmonde applaudit des deux mains. Bon. Donc Julia, vous me direz quand est-ce que je peux parler ? Allez-y. Vous êtes fort aimable. Donc vous êtes encore plus tendu que les politiques, les économistes. Non, pas du tout. Donc, vous ne prenez pas le revenu universel, dites-nous. Non. Alors, comme on n'a pas le temps de traiter au fond la question, on va aller au fond de l'affaire politique. Donc, nous proposons d'autres voies. Nous prévoyons une allocation autonomie pour les jeunes. Nous proposons l'augmentation des salaires et du SMIC pour le pouvoir d'achat des bas salaires. Nous proposons le relèvement de tous les minima sociaux pour qu'il n'y ait plus personne qui soit sous le seuil de pauvreté. Nous proposons d'autres voies que celle du revenu universel. Je peux parler, Julia ? Bon. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que en soi l'idée alternative ou une combinaison des deux ne serait pas possible. Et donc le meilleur moyen d'en parler, c'est que aujourd'hui, et parce que c'est ça la vraie question aujourd'hui, il n'y a pas de différence radicale sur le plan économique et social entre le programme de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, que les choses soient claires. Et donc là, c'est intéressant de le reconnaître. Manifestement, vos deux candidats n'ont pas. Donc aujourd'hui, n'ont pas tiré les mêmes conclusions politiques. Aujourd'hui, ce qui serait nécessaire, puisque les Français l'ont de plus en plus tranché, on le voit à travers les enquêtes, ce serait plutôt que Benoît Hamon se désiste en faveur, non pas de Jean-Luc Mélenchon, mais d'une véritable union de la gauche pour les prochaines législatives et pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, puisque les Français apparemment le portent en avant. Jacques Généreux, on va laisser les politiques en parler, et donc préférer qu'on parle d'économie avec vous. Il y a 10 jours, les sondages disaient l'inverse, et Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas se désister en faveur de Benoît Hamon. Non, pas du tout. Moi, ce que je voudrais discuter, c'est par exemple sur le revenu universel, c'est quelque chose qui ne touche pas que les salariés. Moi qui avais la parole, je ne vous ai pas coupé. Vous faites de la politique, vous devez faire de l'économie. Non, mais parce que c'est ça qui est essentiel. Vous terminez, et après on ira sur un autre point. Ce qui est essentiel, c'est pas d'aller chercher sur des mesurettes, etc., des petits points. Le revenu universel, c'est pas une mesurette. Demandez aux Français qui vont voir leur pouvoir d'achat augmenter de 2 000 € en moyenne par an. Si vous appelez ça une mesurette, je crois que vous n'avez pas compris l'enjeu du pouvoir d'achat pour les Français. C'est par rapport aux vraies questions d'orientation et de rupture. On a besoin aujourd'hui d'une rupture avec le système du capitalisme financiarisé, avec le fonctionnement de l'Union européenne. La question est de savoir c'est qui et quel programme, mais plus malheureusement aujourd'hui, qui incarne le mieux cette rupture à gauche qui est souhaitée par une bonne partie de l'électorat. Et c'est là que sont les vraies différences. Il s'agit de stratégie politique et d'incarnation politique. Une question toute simple qui a marqué les esprits, elle figure au programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est le plafonnement des salaires, limiter les écarts de salaire à 1 à 20 dans une même entreprise. Julia Cagé, c'est une mesure qui vous semble salutaire, que Benoît Hamon devrait adopter ? Nous, en soi, on n'est pas du tout contre une limitation des écarts de salaire. Ensuite, la question, c'est comment on le fait. Et il nous paraît préférable de le faire à travers une fiscalité plus juste. Et si on a une fiscalité plus juste qui taxe davantage les hauts salaires, de facto, on aura une limitation des salaires les plus importants. Mais notre priorité à nous, voire une taxe quasi confiscatoire au-delà de 400 000 € de revenus annuels, ce que propose Jean-Luc Mélenchon. On ne va pas une taxe confiscatoire. En fait, ce qu'on propose, c'est beaucoup plus moderne. On propose d'instaurer la démocratie en entreprise. Et en particulier, on propose d'instaurer la codétermination et qu'il y ait la moitié des représentants salariés avec voix délibérative au conseil d'administration des entreprises. Et je peux vous dire que si on a dans des conseils d'administration des entreprises la moitié des salariés qui prennent les décisions, on n'aura plus cette dérive, que ça soit sur les plus hauts salaires ou que ça soit sur les parachutes dorés. Donc finalement, on redonne du pouvoir de décision aux salariés qui eux-mêmes limiteront les plus hauts salaires. À cela, on rajoute finalement une réforme de la fiscalité. Mais ce qui nous paraît l'urgence aujourd'hui, c'est de redonner du pouvoir d'achat à tous. Et je suis désolée, c'est pas une mesurette. Il y a une vraie différence entre dire on augmente le SMIC et le revenu universel. C'est que les indépendants et les agriculteurs, ils sont pas au SMIC. Et eux aussi, il faut augmenter leur pouvoir d'achat demain. Il n'y a pas que les salariés. Précisément, Julia Cagé, vous parlez du SMIC. Vous souhaitez une augmentation du SMIC, Jean-Luc Mélenchon également. Vos candidats souhaitent... Pardon ?
Pourquoi ? Restez. Non, Jacques Généreux, non, mais ne partez pas. Justement, j'étais en train de souligner les points de convergence entre vous. L'augmentation du SMIC, le maintien, voire l'augmentation des effectifs dans la fonction publique, la trajectoire budgétaire qui finalement semble être la même entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, l'abrogation de la loi travail. Alors Jacques Généreux, vous n'êtes pas parti et tant mieux, vous faites bien. Qu'est-ce qui sur le fond vous sépare ? Pourquoi diable vos deux candidats qui ont grosso modo des projets économiques similaires, à part sur le revenu universel, ne sont pas capables Qu'est-ce qui les sépare ? Jacques Généreux. On a le temps de rien traiter, donc je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. On parle d'économie, vous êtes au micro, nous en plaignez pas. Et donc je vais vous dire ce qui est important. Et en partant du dernier sujet que vous avez abordé. Il y a deux manières de prendre le problème. Par une mesure, justement, je veux dire le plafonnement de la rémunération des salariés, puis on va débattre pendant 3 heures pour savoir si on est d'accord ou pas, comment on l'adapte, etc. C'est pas ça la question. Nous, ce que nous proposons, c'est un vrai projet de société, c'est-à-dire c'est une vraie rupture ici avec le capitalisme financiarisé qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a la libre circulation du capitaux, parce qu'on peut payer à n'importe quel niveau les patrons, parce qu'on peut distribuer les dividendes qu'on veut, parce qu'on peut utiliser les instruments financiers que l'on veut, eh bien ceux qui détiennent l'argent ont les pleins pouvoirs dans l'entreprise pour mener un management criminel contre le travail, pour anéantir des politiques économiques à long terme efficaces, etc. Et donc, il faut éradiquer ce pouvoir. Et éradiquer ce pouvoir financier, c'est effectivement plafonner la rémunération des patrons, c'est effectivement une fiscalité qui taxe les revenus des capitaux, une régulation financière en violation des traités européens qui permettent de lutter contre la finance toxique. Et donc, c'est là qu'est la rupture. Il y a une vraie différence entre nous deux, c'est que nous, on veut faire cette rupture dans le cadre européen. On veut faire cette rupture dans le cadre européen. C'est la raison, pardon Julia, vous avez assez parlé, je vous ai assez écouté. Non, je suis pas sûre, écoutez la parce que moi je pense que c'est important de dire aux auditeurs que la vraie différence, c'est qu'on veut le faire dans le cadre européen et qu'il y a des vraies propositions de Hamon sur l'Europe. La vraie différence, et que les Français qui croient en l'Europe aujourd'hui, ils doivent soutenir Benoît Hamon. Un dernier mot, Jacques Généreux. Après, l'économie obéit à ses règles, la radio essaie de respecter ses règles aussi, et le temps de l'entretien est terminé. Vous l'entendez, la vraie différence, c'est que Julia, alors qu'il n'y a pas de différence radicale d'inspiration. Il y a une différence radicale. Nous voulons rester dans le cadre européen et nous voulons démocratiser l'Europe. Non, on refera pas. On fera un débat sur l'Europe. Non, je suis désolé, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais ça fonctionne que l'entretien. Il y a un équilibre minimal de temps de parole, donc laissez-moi juste. L'équilibre a été respecté, je peux vous garantir, Jacques Généreux. Juste 30 secondes. La différence, elle est là. Vous voyez que Julia Cagé cherche à se démarquer, à attaquer le programme de Mélenchon pour essayer de rattraper un retard. De Mélenchon, je dis juste que nous sommes pro-européens. Notre sujet n'est pas là. Notre sujet n'est pas là. Là, on va vraiment arriver au bout, messieurs, dames. On est au bout et on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, Thomas, vous pouvez le constater. Notre sujet n'est pas là. Si nous sommes de gauche, celui qui aujourd'hui, les Français le disent très clairement, incarne cette possibilité d'une victoire de la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Là, vous faites de la politique, Jacques Généreux, vous faites pas de l'économie. Nous faisons de la politique, nous sommes dans une campagne politique. Nous demandons à Benoît de nous rejoindre, parce qu'aujourd'hui, comme le dit Thomas Guénolé au Cevipof, vous faites de la politique, vous faites plus d'économie. Nous voulons rester dans l'Europe. Vous savez ce qu'on va faire ? Vous allez continuer votre débat, on va vous mettre en Facebook Live dehors, juste si vous voulez, à la sortie du studio, on vous met en Facebook Live, comme ça les auditeurs peuvent suivre ce débat entre Jacques Généreux et Julia Cagé. J'ai oublié de citer mon livre, les bonnes raisons de voter Mélenchon, voilà. Parce que ce qu'on n'a pas le temps de dire dans des débats trop courts, eh bien, il faut aller le lire dans les livres. Ce qu'on va faire, comme on est parfaitement... simuler votre revenu universel sur le site de Benoît Hamon. Il faut aller prendre un petit café aussi. Lisez aussi, le livre de Patrice Franceschi. Bien sûr. Combattre. Non, mais c'est important. Et lisez notre traité démocratique de la zone euro qu'on a mis en ligne. Patrice Franceschi. On fait des propositions. C'est un livre formidable dont on ne parle pas dans la campagne. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas un héros. C'est ce qu'on va faire, comme on est parfaitement transparent. Vous parlez des temps de parole. Dans le débrief tout à l'heure, on va compter exactement qui a parlé combien de temps et vous le saurez juste après Nicolas Canteloup. Demain, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui sera avec nous. À demain, Fabien.